Mais en France, on recense à peu près 1800 aviateurs sur toute la France qui ont été évadés par les différents réseaux. Ils partaient bombarder sur l'Allemagne. Et on les obus, tout ça qui sifflait là. En pleine, là, si j'ai pas de mémoire, rien à faire, c'est de rester là. Il y avait un des pilotes en tombant, au lieu de tomber sur ses pieds, il était tombé la tête la première. Donc son parachute il n'a pas marché ou il a été tué au vol, je ne sais pas. C'est là-dedans. J'avais 8 ans, mais c'est resté marqué. « 44, hein, début 44, printemps 44, il y avait des bimoteurs qui passaient, on ne savait pas ce que c'était, mais on le sait aujourd'hui, c'était des maraudeurs, qui arrivaient toujours. Alors, ils arrivaient, ils évitaient la cible de Creil en allant, quand ils arrivaient d'Angleterre, ils faisaient le tour par le sud, entre Paris, là, et ils revenaient, on disait toujours, ils viennent de Meaux. Vous voyez, Meaux, c'est à l'est. Et quand on était dans les champs, on voyait ces avions qui bombardaient Creil. Quand l'avion est tombé ici, il n'y avait plus personne dedans. Ils avaient sauté, Ils avaient sauté, oui. Mais j'ai pas vu les parachutes, hein. Je sais pas où ils ont sauté, s'ils ont sauté ils ont dû sauter plus loin. Hein. Il paraît que l'avion il venait de la base de Creil. Ouais, il y avait un médecin à la Nouvelle-Roi, le docteur Lafargue, qui devait faire partie de la résistance et qui a dû récupérer, je sais pas si c'est un aviateur ou les parachutes qu'il y avait là, quoi. Mais il y avait, à partir de 1943, des réseaux et des sous-réseaux locaux qui recueillaient ces aviateurs. Alors, en général, c'était des gens, les chefs, c'était des gens de 30, 35 ans, 40 ans, bon. Mais le gros de la troupe, c'était des jeunes gars d'une vingtaine d'années, comme moi j'ai connu René Charpentier, Gilbert Marionval, Monsieur Tellier, qui m'ont parlé de ça en long et en large, parce que leur boulot à eux, c'était d'aller récupérer les aviateurs qui étaient planqués provisoirement dans des fermes, chez des particuliers. C'était des réseaux nationaux, structurés, qui venaient prendre les aviateurs, par exemple, prenons Senlis. Senlis, Charpentier, c'était lui le gars de terrain. Il partait, on l'envoyait dans la campagne à vélo et il devait récupérer, il parlait un peu l'anglais, René Charpentier. Alors il allait voir les fermes, c'était un truc dingue, c'est un truc à se faire fusiller tous les 2 minutes, hein, ça. Je suis en fait le petit-fils de Juste Desesquelles, qui est venu en aide à 2 membres d'équipage donc du B-26 qui s'est écrasé à l'Églantier, donc à savoir Louis Watts et Joseph Houlian. Alors il les a pas aidés dans ce secteur, il les a plutôt aidés dans un convoyage allant de Molleur à Grandvilliers. Voilà, donc il était convoyeur. Et avec l'appui en fait de l'ASA, l'association de Dominique Lecomte, voilà, association des sauveteurs d'aviateurs alliés, on a réussi petit à petit, étape par étape, à reconstituer l'intégralité du parcours d'évasion, quoi. Donc du lieu du crash jusqu'à leur libération, donc qui intervient en région parisienne à la Garenne-Colombes. Au départ, quand un aviateur tombait en parachute, il tombait pas forcément dans les mains de la résistance, hein, tout de suite. Hein. Il était recueilli par la population, souvent des gens qui travaillaient dans les champs, etc. Et c'est ensuite après qu'ils étaient remis à des réseaux d'évasion. Enfin, des personnes de connaissance qui les dirigeaient vers des réseaux d'évasion.
In 1944, my father was part of the American Army Air Corps, and his plane was shot down over this field. And so we came here to visit the crash site and to see the place where he told us the stories. His story was that there were 6 men on the crew, and when the plane was shot down, they parachuted. 3 were captured by the Nazi soldiers. The pilot was injured, and he was captured by the Nazis, and 3 escaped. My father hid behind a bush in the field. He saw the farmer plowing when he was coming down, and he just hid there, and the farmer continued to plow as if nothing had happened. And as he went back and forth, a little boy that was with him came by without stopping and just said, "Stay here till dark. Someone will come and get you." So he did, and someone came and got him. And I believe that we met the granddaughter of the first family where he hid. And then he and one of his crewmates, Joe Houlihan, stayed together for most of the time with the resistance and were moved from house to house. Alors c'était très dangereux. Et bon, des tas de gens dans l'Oise, dans les réseaux locaux, ont amené sur les quais de gare des aviateurs anglais, des aviateurs américains, hein, qui étaient pris en compte par les réseaux structurés, organisés, qui ramenaient à la frontière espagnole. À la frontière espagnole, les gars, en général, se faisaient prendre par l'équipe à Franco. Mais Franco, il n'avait pas le marché bien en main parce que les Anglais lui avaient prévenu, attention, hein, vous mettez nos gars en prison, ok, mais il faut qu'ils soient libérés dans les 2 mois qui viennent. Et pendant la guerre, j'avais 20 ans. Alors j'ai un copain qui s'appelait Yvanin qui m'a dit, tu veux rentrer dans la résistance? Je dis ok. Je n'ai pas cherché si j'allais être payé, si j'allais être logé, j'ai rien cherché. J'avais distribué des journaux clandestins, mais pas grand-chose. Mais j'ai dit oui. Du moment que j'avais dit ok, c'est ok. Il me dit, voilà ce que tu devras faire. Tu devras prendre la responsabilité de 10 hommes. Il ne m'a pas dit qu'il y en avait 15. C'est un détail. Tu les conduis à la frontière espagnole. Je me dis, la frontière espagnole, c'est loin. Et on te donne rendez-vous au Jardin des Plantes. On te fait voir les gars et ils doivent te suivre partout. Oui, mais disons, Madame Lebert ne connaissait pas les noms des aviateurs qu'elle convoyait. C'était par sécurité. Hein. Donc quand je lui disais, vous avez convoyé un tel, moi je lui donnais des noms. Elle me dit, moi je ne sais pas. Alors voilà, c'est difficile. Hein. Maintenant, dans les rapports d'évasion des aviateurs, on peut reconnaître quelquefois que c'est Madame Lebert, parce que les aviateurs ne connaissaient pas non plus le nom de Madame Lebert. Hein. Mais elle a eu un rôle déterminant parce que faut pas oublier qu'elle venait chercher les aviateurs et elle les menait à la frontière espagnole. Parce que je les convoyais Paris à la frontière espagnole, c'est-à-dire Paris-Perpignan, Paris-Pau, en train. Fallait compter 24 à 26 heures de transport. Elle les prenait à la gare au Jardin des Plantes, près de la gare d'Austerlitz, et les aviateurs savaient qui devait la suivre. Alors voilà, et elle les emmenait comme ça jusqu'à Perpignan au départ, et ensuite Pau. Ils partaient directement pour l'Espagne. Alors vous vous rappelez du premier convoi que vous avez fait? J'avais la trouille. J'avais premièrement peur de me tromper de train, parce que j'avais jamais voyagé toute seule. D'abord, on vivait toujours avec la peur au ventre. Hein. Parce que la peur à Vierzon, au contrôle allemand, que les Allemands s'aperçoivent que les gars avaient tous des fausses cartes. Qu'il y en ait un qui parle alors qu'ils avaient des cartes de sourds-muets. C'est embêtant, il y a sourds-muets qui parlent. Arrivé à Montauban,
La gare était envahie d'Allemands. Et elle s'est dit, il ne faut pas qu'on reste trop longtemps à la gare, parce qu'il y avait une correspondance, je crois, pour aller sur Toulouse. Et elle s'est dit, il ne faut pas qu'on reste à la gare, parce que c'est vraiment très, très dangereux. Donc ils sont allés dans un parc, et après dans une église. Et c'était un dimanche, donc il y avait la messe. Donc elle est allée avec ses aviateurs qui la suivaient discrètement. Ils sont allés à la messe à Montauban en attendant l'heure du train pour revenir, quoi. Et elle racontait que les aviateurs claquaient des dents, parce qu'évidemment dans l'église il y avait aussi des soldats allemands juste là, quoi. Une fois, il y avait un Anglais qui a cueilli une petite pâquerette au bord du chemin qu'il l'a offert. C'était gentil comme tout, ça m'a ému. Mais sinon, je leur disais même pas au revoir, ni rien, ils partaient directement sur la montagne. Quand elle peut, elle est toujours avec nous quand on reçoit ses familles, etc. Même si ce ne sont pas des aviateurs qui ont été évadés par Bourgogne, peu importe, elle est toujours contente. Et évidemment, nos visiteurs sont toujours très honorés de rencontrer cette jeune fille, entre guillemets, qui a tant fait pour sauver les leurs, quoi. Est-ce qu'on peut évaluer combien d'aviateurs elle a acheminé jusqu'à la frontière ? Plusieurs dizaines, oui, plusieurs dizaines. Le réseau Bourgogne en aurait évadé environ 300, 300 aviateurs, toutes britanniques et américains. En fin juin 1944, les trains ne marchaient plus, parce que c'était bombardé sans arrêt. Donc on a arrêté les évacuations d'aviateurs. Et le réseau de Londres nous a dit, vous regagnez Londres, ou on veut réemployer. Bon. Mais on passe par où? Ben, vous passez par le même chemin, par les Pyrénées. Alors on s'est allé les Pyrénées à pied, 8 jours de tôle, où on mangeait des jolis matins, midi et soir. Moi, quand même pas ça. Il faut bien manger pour vivre. Et puis, arrivé à Londres, j'ai découvert que j'étais militaire. On ne savait rien, moi. It's moving and emotional and in a kind of surprising to me. For us, or at least for me in the United States, World War II feels so distant. We live in New York. I know that the war came to Hawaii, but the United States was largely not a front of the war. But the history here is so alive, and it's so palpable to be here and to see the area and to see how everybody was affected by World War II very personally, and the bravery that everyday citizens showed in helping my grandfather and others who were targeted by the Germans and would be targets. James Coleman, qui avait 27 ans, originaire de l'Indiana, qui était marié, le pauvre, et sa femme ne l'a jamais revu, ni vivant ni mort, quoi. C'est quand même assez terrible. Donc là, on parle d'un B-17 ? B-17, oui, une forteresse volante. Ouais. Bon, en fait, cet avion est tombé le 11 février 1944, au retour d'une mission sur Francfort, où des vagues entières de bombardiers partaient bombarder l'Allemagne. Et cet avion a été touché au-dessus de la cible, au-dessus de l'Allemagne, par la défense anti-aérienne allemande. Il a été touché dans les ailes, les réservoirs ont été perforés, il a perdu des moteurs, l'empennage arrière aussi était touché. Donc cet avion avec des moteurs en moins volait moins vite que les autres, il n'a pas pu tenir la formation, il s'est retrouvé isolé.
Il est arrivé ici, au-dessus de l'Oise, il s'est fait attaquer par des chasseurs allemands. Parce qu'il faut savoir qu'un avion isolé était une proie facile. Donc il a été touché par un chasseur allemand. Ce chasseur allemand a particulièrement touché la tourelle ventrale où se trouvait le sergent Coleman, qui a été littéralement pulvérisé, quoi. Donc l'avion, le pilote voyant que l'avion était en perdition, il a ordonné à l'équipage de sauter en parachute, mais malheureusement Coleman était toujours à bord et il a fini sa course ici dans le champ à bord de l'avion. Enfin, sur les 9 autres membres de l'équipage, 6 ont réussi leur évasion et 3 ont été faits prisonniers. Le 4e, donc, apparemment, il est toujours ici. C'est pour ça que cette équipe américaine vient à sa recherche, 73 ans plus tard. My name is Josh Fennell, and I'm a historian with the United States Department of Defense. My agency is called the Defense POW MIA Accounting Agency, and our mission is to find America's missing service members from past conflicts around the world. So we're here to finish the historical investigation into a B-17 that crashed during World War II. It crashed right in the field behind me. There's one member of the crew who is still unaccounted for. His remains were never found and identified after World War II. Well, the United States government makes a promise to all of its military members that they will not be left behind in any conflict. So we go and we do this across the world for most of the American conflicts. So it's just us fulfilling a promise that we made to our soldiers that will exhaust every effort to find them and bring them home. In the next 3 days, what we're going to have is we'll have an archaeological map of the site that will show us where the best place is to come back later and to do a full archaeological excavation. And that could take 60 days, it could take a little bit longer. We may have to come back multiple times, but the objective is to excavate the site completely and to remove all the aircraft debris, and then with the debris we should find small pieces of human remains. So today we brought an archaeologist with us, and what we're doing is mapping the site. And so, if you can see what's happening behind me, basically they have laid out a grid that is 8 meters by 8 meters, and then we go through with metal detectors and we put down a flag everywhere that there's a piece of metal from the airplane. And then we count up the metal hits and we try to find where the concentration is the most dense. And then wherever the density is greatest, that's where we do an excavation to try to recover the remains of the individual. I think we're representing hope. We're definitely bringing closure to families and helping families reinter loved ones. At this point, it's great grandchildren that are receiving rings or pieces of clothing that their great grandfather wore during World War II, and I think it means a lot to them.